Bon, je pense qu'on a vu un peu tout ce qu'il avait pu enregistrer pendant sa petite balade. Oui, même si personnellement, j'arrive toujours pas à faire sens à tous ces saletés de fils narratifs. Oh, moi, c'est pas mon domaine. Mais quand même, 6 mois tout seul. Je pensais pas qu'il avait ça en lui, le gamin. On en est où des soins, d'ailleurs? Oh, les soins physiques ont été prodigués. Quant à son mental, on le restaure en ce moment même, dans un système bien calme, où il peut rêver à loisir, dans un environnement qu'il connaît bien. C'est quoi comme environnement? Oh, quelque chose qui vient de son subconscient, normalement. Quelque chose qui le rassure. Je peux le mettre sur grand écran, si vous voulez. Ouais, je veux pas me priver, Vous avez des cahuètes? Ou non, des crackers? Où Scooby? Je crois que j'ai entendu un bruit par là. Et une binouse aussi. Ça a l'air collector. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. L'histoire que je m'en vais vous conter aujourd'hui date de la série Scooby-Doo lancée par DC Comics en 1997 et a été publiée dans le numéro 43 de la série, sorti au début des années 2000. Elle s'intitule Nutcracker Nightmare, soit le cauchemar du casse-noisette. Casse-noisette encore. Même dans cet état, il continue à être relié au flux fictionnel. Moi, ce qui m'étonne, c'est que même dans cet état, il continue à faire des critiques de comics. Le récit débute en décembre à New York City, alors que Sammy et Scooby-Doo rentrent au Radio Hall Music Hall, après ce qui était apparemment une bonne bataille de boules de neige. Et pendant que ces deux-là faisaient les andouilles, le reste de l'équipe, à savoir Vera, Daphné et Fred, se présentait au studio pour résoudre leurs problèmes de fantômes. Il se trouve que cette année, la troupe résidente a voulu changer le thème de la représentation de Noël, et qu'au lieu de donner le bal casse-noisette comme d'habitude, il a été décidé au contraire de jouer une version d'un chant de Noël, le célèbre conte de Charles Dickens. Et donc un soldat fantôme de type casse-noisette hante les lieux, comme il est l'habitude dans les histoires de Scooby-Doo. C'est vrai qu'en même temps, on aurait pu s'en douter. Dans son look habituel, il a quand même pas mal de points communs avec le couard en verre. Luigi? Mais non, Sammy. Suivez un peu. En plus de ce changement de programme, il y eut aussi un changement de jeune premier. Si l'égocentrique Rudolfo Caspeneuf a l'habitude de jouer le premier rôle dans Casse-Noisette, dans Un chant de Noël, ce sera le plus réservé Elliot Field qui jouera le rôle d'Ebenezer Scrooge. C'est d'ailleurs Caspeneuf qui a le premier aperçu le fantôme, et fait que la productrice, Miss Agnès de Million, a appelé nos amis de Mystère et Associés. Et bien sûr, le théâtre a des difficultés d'argent, et si la pièce ne fonctionne pas, on sera obligé de fermer le théâtre. C'est pourquoi Miss de Million refuse que l'on parle d'un potentiel fantôme au désespoir du directeur de la publicité Bob Gower, qui aimerait capitaliser sur cette histoire pour faire venir des curieux. Ah, la phase classique, consistant à présenter les potentiels criminels, leurs raisons et tout ça. Les comics sont assez semblables à la version dessin animé. Ouais, mais bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard unijambiste. Le show est très classique à la base. Sans trop de surprises. Certes, mais ça apprend dès le plus jeune âge à faire attention aux petits détails. Et que chaque monstre peut être un homme, en fait. Une leçon qui devrait vous plaire. Pas faux. L'équipe part donc enquêter, regarde les artistes répéter, tandis que Miss Agnès de Million s'éclipse. Et voilà que les lumières s'éteignent, les artistes tombent, une danseuse se foule la cheville, et le fantôme Casse-Noisette apparaît, disant que c'est leur dernière chance de stopper la production de ce show. Et le fantôme disparaît juste après. La fine équipe découvre vite que le gredin s'est enfui via une trappe de scène, utilisée justement pour les différentes pièces de théâtre. Sous la scène se trouve donc un autre personnage, Benji Monstressor, régisseur de scène. Celui-ci est entouré de figurines de casse-noisette, des accessoires datant des anciennes productions, et Benji aurait bien aimé ne pas avoir à en créer d'autres pour une nouvelle production comme Un chant de Noël. Et il nous apprend que certains vieux costumes de casse-noisette ont disparu, et qu'il pense que c'est Miss 2 Millions qui les a mis à l'entrepôt. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Miss 2 Millions apparaît, apprenant tout juste la nouvelle de l'arrivée du fantôme. Swing, ça fait peur! Il faut qu'on trouve la cuisine, histoire de se ressaisir. La fine équipe décide donc de mettre un plan sur pied, toujours l'étape du piège. Les artistes ont eu le droit à une journée de congé et Sammy, Scooby et Daphné vont servir d'appât sur scène en répétant la pièce. Daphné servant de danseuse comme elle en a toujours rêvé. Et ça fait plaisir de les voir enfin dans des costumes différents de leurs sacro-saints habits.
C'est vrai que je ne comprends pas les personnages qui ont toujours les mêmes vêtements. Grave, ça doit schlinguer un max. Bref, le monstre se ramène, la course-poursuite habituelle a lieu, le piège ne fonctionne pas du premier coup, en même temps c'était un simple filet, bravo les gars, le casse-noisette évite les coups avec grâce et élégance, et là normalement si vous avez bien suivi, vous êtes sûr de savoir qui est sous le masque du fantôme. Le coup du filet fonctionne une deuxième fois, et bien sûr c'était Rudolfo Kaspenov qui était le fantôme casse-noisette, car lui seul pouvait agir aussi gracieusement dans la course-poursuite parmi les potentiels suspects. Celui-ci voulait bien sûr revenir à la production de Casse-Noisette pour rester dans le premier rôle. Cela ne sauve tout de même pas la production de la pièce Un chant de Noël, puisqu'une danseuse s'est blessée dans l'affaire. Et donc arrive la résolution cucu de fin d'épisode, où Daphné danse à la place de la professionnelle, car tout le monde sait bien qu'être une danseuse de haut niveau ne demande pas des années d'entraînement, et surtout pas plus d'une représentation au final. Et fin. Un comics qui est plutôt pas mauvais au demeurant. Très fidèle à sa source et plutôt divertissant à suivre. La série Scooby-Doo de DC a duré assez longtemps et a été de bonne qualité dans ses premières années, mais a malheureusement baissé par la suite, avec beaucoup de réimpressions d'anciennes histoires au final. Et c'est bien dommage. Par contre, vraie question, qu'est-ce que je fous en costume de Sammy? Et où est-ce que je suis? Ah, je crois qu'il est parfaitement rétabli. Il est temps de le réveiller. Youp-didou. Oh ma tête. Alors gamin, ça va mieux? Pupu, t'es pas mort alors? Non, même si j'y ai cru. Hein. Je me suis fait attaquer par un espèce de squelette pendant que je regardais un peu partout. Un squelette? Ouais, je me souviens surtout du crâne horrible et grimaçant. Puis du laser, bien sûr. Et j'ai eu chaud ce coup-ci. Ouais. Bon, ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi non plus. Hein. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais bon, content de te revoir en forme, mon vieux.